qui va bénéficier au moins du petit rapport de ce qu'elle a eu comme mission. Et donc, Madame la Secrétaire Générale, votre passage coïncide avec notre réunion bimensuelle de la représentation à laquelle nous faisons un point sur les activités de la représentation, sur la situation du parti, la situation du président national et la situation de notre pays RDC. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au secrétaire national qui est chargé des fédérations extérieures et des affaires étrangères. En ces titres et qualités, il est mieux placé pour vous présenter. Merci beaucoup. D'abord, je remercie l'assistance pour l'intérêt que vous portez au parti et surtout à la visite de notre secrétaire général, l'honorable Ève Bazaïba, qui, malgré qu'elle a très peu de temps, vu ses énormes engagements, nous va nous accorder quelques minutes pour échanger. Mais le MLC est un parti vivant. Jean-Pierre Bemba est le président actif du MLC. J'aurais voulu que, au moins, nous déclamions tous MLC viva! Viva! MLC viva! 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 Jean-Pierre Bemba, président! Ah, voilà. C'est comme ça que les membres de MLC conjuguent quand on est ensemble. On ne va pas beaucoup s'éterniser. Je vais rapidement céder la parole à la secrétaire générale qui a normalement beaucoup à dire, mais de manière succincte pourra nous donner un tout petit peu les informations utiles. Ok, très bien, merci. Alors, j'ai salué cette opportunité qu'on se soit venu parce que bon, peut-être qu'il était prévu qu'on rencontre une ou deux autres personnes, comme il n'était pas prévu un programme de conférence ou conférence débat comme on en a l'habitude. Alors, je suis venu urgemment pour cette mission-là. Tout à l'heure, Madame l'ambassadeur du MLC l'a dit. C'était un séminaire de haut niveau de la WEPA, l'Association des parlementaires européens en partenariat avec les parlementaires africains. Ce séminaire-là est ancré essentiellement sur les questions de lutte contre le terrorisme, enfin, les causes profondes du terrorisme, des agissements violents, des comportements comme ça, ainsi que les conséquences. Alors, comment lutter contre le terrorisme, ces actions de vandalisme ou d'autres actions violentes de part de d'autres. Il faut connaître les causes. Alors, le terrorisme, ce n'est pas seulement le terrorisme pur simple qu'on voit, on y a mis aussi tout ce qu'il y a comme hostilité, conflit, les guerres en Afrique, partout ailleurs, et même les agissements, les comportements des diasporas, notamment nous les combattants ici et tout. Alors, pourquoi il y a des violences? Parce qu'on ne peut pas s'attarder sur les conséquences, il faut voir d'abord les causes. Quand on éradique les causes, automatiquement on va freiner l'élan de violence. Ils appellent ça comportement violent. Alors, on a fait un état des lieux de la situation dans l'ensemble. Dans le monde, on s'est focalisé plus sur l'Afrique et l'Europe, vu ces partenariats-là. Et nous avons, dans les 2 jours, je suis arrivé ici mercredi. Les réunions ont eu lieu jeudi et vendredi. Bon, aujourd'hui, nous sommes samedi. Demain, déjà, je devais partir d'ailleurs ce samedi. Mais comme il y avait d'autres contacts, je suis en train de prendre, j'ai un autre contact qui devait commencer à 19h30, je demandais à la personne de ma table. Alors, on a, en ce qui concerne ces séminaires en résumé, le plus important pour nous, c'était que nous nous convenions tous ensemble sur la nature, les caractéristiques des causes. Il y a des causes endogènes et des causes exogènes, indépendamment des États. Des causes endogènes, donc ce qui se passe à l'intérieur des États, par ordre de priorité où on devait combattre, trouver une thérapie, c'est d'abord la mauvaise gouvernance. On a remarqué quand il y a la mauvaise gouvernance dans un État, la conséquence c'est qu'il y a des frustrations. Donc, quand on entend mauvaise gouvernance, il y a un manque de justice distributive, l'écart entre les riches et les pauvres, l'écart entre ceux qui vivent au milieu citadin et milieu rural, l'écart entre les lettrés et les illettrés, donc les analphabètes, ils sont nombreux, l'écart avec les chômeurs et ceux qui travaillent, même les salaires et tout.
Donc ces genres de tensions, de discriminations et tout, ça crée des frustrations et les gens réagissent par des violences. Pourquoi il y a des manifestations, des grèves, il y a des manifestations, des révolutions, des rébellions, etc. Alors, ça c'est au niveau interne. Au niveau externe, il y a beaucoup, hein, moi je prends juste l'essentiel. Au niveau externe, les causes exogènes, c'est l'exploitation illicite des ressources minières et aussi le trafic illégal des armes. Ça, ce sont les deux éléments. Ça alimente en fait les tensions internes déjà. Alors dans la gouvernance, on a parlé aussi des constitutions, manque de respect des contrats sociaux, manque de respect des valeurs républicaines, surtout d'alternance au pouvoir, de démocratie, de respect du droit de l'homme. Maintenant, s'il faut lutter contre le terrorisme, des actes violents, des migrations, des cas de migrations, il faut d'abord endiguer donc ces genres de causes qu'on a relevées. On y a peaufiné des stratégies, il y a eu des déclarations, etc. Alors, en dehors de cette partie visible, personnellement, j'ai eu des contacts privés avec soit des partenaires ici qui ont sollicité, il y en a qui ont sollicité en me voyant, d'autres moi-même j'ai sollicité, ceux qui sont en fonction, ceux qui ne sont pas en fonction, qui sont maintenant qui travaillent dans l'informel, mais qui ne sont pas moindres, qui continuent à influencer les discussions au niveau des salons d'une manière ou d'une autre. Il y a par exemple M. Herman Deco, qui est le prophète d'Alexandre. On a parlé aussi de la situation du pays. C'est un expert en fait au Parlement, il a fait longtemps, il a 47 ans de vie parlementaire, 18 fois élu. Il connaît énormément de gens, tant au niveau du Congo, les rouages politiques, et même ici et tout. C'était important. Nous avons parlé avec M. Yves Lettel. On a eu un long entretien, l'ancien Premier ministre, que l'on connaît, il a des entrées chez les Flamands, chez les Wallons, par rapport déjà à ses origines. Et c'est quelqu'un qui a accès. Maintenant, il travaille à l'IDEA. L'IDEA, c'est cet institut-là sur l'appui de la démocratie. Lui, il en est le président. C'est eux qui vont financer en fait les élections. Là, ils soutiennent la CENI. Donc, c'était important aussi de partager un certain nombre de choses avec eux. Finalement, on a eu un entretien avec M. Didier Rendès, le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Non seulement avec lui, il m'a envoyé à terminer, en fait, poursuivre la réunion du point de vue technique et concret avec son directeur des cabinets. Il connaît très bien la région des Grands Lacs pour avoir été dans son dernière fonction, c'est ambassadeur à Kigali. Et puis l'autre qui est chargé d'Afrique, essentiellement de la République démocratique du Congo. Donc à la fois on a parlé politique et technique, propositions surtout des solutions. Et vous allez vous en douter, on a même essayé de savoir qu'est-ce qui la résout, c'est par rapport au dépassement du délai de la procédure de la Cour pénale internationale en matière de verdict qui devait venir. Ils sont tous inquiets aussi comme nous. Bon, il ne faut peut-être pas me dire le détail. Il y a des choses qui m'ont dit, j'ai déjà fait des rapports au président en Tahiti. Et eux-mêmes ont promis tout simplement d'accentuer, parce qu'ils trouvent eux-mêmes qu'il y a un déséquilibre du point de vue politique. Et il y a aussi un déséquilibre du point de vue droits humains. Il y a d'autres parlementaires qui siègent au Parlement européen. Nous avons parlé avec eux. L'ancienne présidente du Sénat, Mme Sabine de Béthune, l'actuelle présidente du Sénat. On a parlé avec la ministre d'État, Sinette Miet, qui est la présidente d'Arupa. Donc ce sont là des personnalités avec qui on a parlé. Nous avons parlé aussi avec d'autres régions du monde, notamment les Britanniques, les Allemands, des députés allemands qui étaient là, et des députés africains comme du Sénégal, du Cameroun, du Burkina, de la Côte d'Ivoire. Le plus important pour nous, c'était que nous avions la même vision en ce qui concerne les valeurs républicaines. Et tout le monde est inquiet sur la situation du Congo.
Et tout le monde est très préoccupé sur la situation du Congo et en nous demandant de donner les temps. Et l'appui ne se fera pas attendre pour éviter qu'eux commencent avant, on dise il y a ingérence et tout ça. Et c'est aussi des processus qu'il y a. Bref, voilà ce qui s'est passé là-bas. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait rapport au président. Bon, la situation actuelle au pays, la situation n'est pas bonne. Il n'y a pas de lisibilité. Pour l'avenir, en tout cas, chaque jour qui passe, moi, je suis de plus en plus inquiet. Mais il y a quand même des choses positives qui peuvent nous encourager. Personnellement, il arrivait des fois où je mettais un peu en doute ma conscience moi-même pour dire est-ce que les actes que je pose, les déclarations que je fais, les dénonciations que nous faisons tous ensemble dans les cas du MLC ou dans les cas de la dynamique de l'opposition, est-ce que nous sommes vraiment en droit de le faire? Ne faisons-nous pas des procès d'intention à Kabila par rapport au troisième mandat ou au glissement? Mais les actes de bravoure actuels du G7, même si la population n'est pas tout à fait d'accord avec eux sur toute la ligne, étant donné qu'ils ont pris cette position à jour J-350, donc ils ont eu à bouffer ensemble, comme ils disent, ils ont eu à boutiquer des choses ensemble. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont se faire blanchir à l'opposition, donc nous ne sommes pas un blanchiment, mais une blanchisserie plutôt. Alors, moi, je me dis quand même, l'acte qu'ils ont posé, ça me met personnellement à l'aise. Ça devait nous renforcer notre conviction que nous sommes dans la bonne voie. Parce que nous sommes parvenus à convaincre, à vaincre par la parole. Et que ce que nous disions là était vrai. Et si vous lisez leurs déclarations, leurs lettres, ça a une connotation actuellement, une valeur un peu du genre la lettre de 52 pages, écrite à l'époque par les 13 parlementaires, les commissaires du peuple, dont ce qui a créé la naissance de l'UDPC. Ils ont dit mot à mot ce que nous dénonçons. Et ils l'ont dit avec beaucoup plus de précision parce qu'ils ont participé à ce genre de discussions, des informations que nous ne savons. À telle enseigne que le Tchako national a répondu dans leur déclaration, mais ne dira tout ce que vous avez dit, vous prenez fait et cause pour l'opposition. Le document est même sur les réseaux sociaux. Et que à la fin, il dit, vous avez fait ça parce que vous avez trahi le chef de l'État. Vous êtes convaincu que, selon vous, des jours à venir, le pouvoir va basculer vers l'opposition. Ce sont des affirmations, en ce qui nous concerne, et c'est important, pour dire qu'ils ont compris, justement, que le pouvoir va basculer vers l'opposition. Et qu'ils cherchent le repositionnement. Des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres politiques. Hein. Il faut savoir s'adapter à des circonstances, se repositionner. En bon politicien, on le fait, au-delà de toute démagogie. Mais nous allons tirer les traits de notre côté, voir quel apport ça donne. Ça nous donne des crédits aux yeux de l'opinion. Ah ben, tiens, donc cette opposition-là, bien qu'ils disent non unis et tout ça, mais ce qu'ils ont dénoncé, ils ont dit non au dialogue. Nemanassem nous a crédité la thèse parce qu'il a abdiqué finalement quand il a vu qu'il n'était pas dans la bonne voie. Nous étions dans la bonne voie. Ce qui s'est passé ici à Bruxelles avec les actes d'enterrement politique d'un grand leader et qui lui-même se rebiffe pour dire que je n'avais jamais désigné quelqu'un alors qu'il savait que son équipe était partie en Italie et en Espagne. Ça nous met nous dans une bonne position parce que les gens nous disaient mais le MLC, pourquoi vous ne voulez pas dialoguer? Lorsqu'on présente le dialogue dans l'opinion comme étant une bonne chose, et c'est vrai, tout le monde aime toujours dialoguer, mais le concept de dialogue a changé de connotation dans notre pays. Désormais, dialogue, il faut que l'Académie française change la signification. Dialogue signifie au Congo, tout sur le pouvoir. Donc vous parlez à l'issue de laquelle vous avez partagé de quoi. Le dialogue ne signifie plus, c'est convenir sur certaines choses. Alors nous ne pouvons pas accepter ces genres de choses. Et la difficulté, la grande qu'on avait eue avec cette question-là du dialogue, c'est que le monde entier nous pousse à dialoguer. Et ça fait partie des valeurs nobles. On dit même à la maison, il faut dialoguer Zalana, Tata, Mamanaba. Et du coup, le MSC dit Tomo, il dialogue. Les gens ne nous comprenaient pas.
Et maintenant, je crois qu'on commence à nous comprendre. Et surtout, pourquoi nous nous disions ça? Parce qu'avec les amis de l'opposition, essentiellement l'UDPS, nous n'avons pas la même compréhension des choses. Pour nous, le président Kabila est dans son deuxième et dernier mandat. Ce n'est pas parce qu'on les déteste, c'est les contrats sociaux avec lesquels nous avons signé. Lui, il a prêté serment, il a soulevé la Constitution comme ça. Qu'il va appliquer l'esprit et la lettre de la Constitution. Donc, il va l'appliquer. C'est le moment où nous allons expérimenter cette étape-là d'alternance politique. Au même moment, l'UDPS dit ils ne sont pas dans l'opposition, ils ont gagné les élections. Le président Tshisekedi avait même prêté serment et que s'ils doivent aller au dialogue, c'est pour corriger les erreurs du passé, de 2011, et que tous ceux qui gèrent depuis 2011 à ce jour, y compris les députés et tout, nous reposons sur la tricherie, ils ne considèrent pas ça. Alors, quand ils ne considèrent pas ça, les stratèges de Kabila et les autres se frottent les mains et disent voilà la personne qui nous fait. On va vers l'UDPS pour négocier parce que l'UDPS ne comptabilise pas le deuxième mandat. Il dit ok, tu vas récupérer l'Imperium, on va mettre ensemble une période de transition, nous organisons les élections ensemble. Voilà. Au départ, la compréhension n'est pas la même. Alors nous ne pouvons pas nous embarquer dans cette affaire-là, parce qu'après c'est nous qui perdons, parce qu'il faut encore recommencer la démarche de Kabila qui doit avoir un autre mandat, qui doit postuler encore ça, jamais. Nous ne sommes pas dans cette logique. Bref, bon, je crois que maintenant il faut comprendre. Parce que même pour Tshisekedi, qu'est-ce qu'on devait faire? Là, j'ai la pointe de Mavou, de Sami Badi Banga. Si on devait aller à ce dialogue avec eux, donc d'un côté on aurait eu l'UDPS avec les partis qui ne sont pas dans les institutions. De l'autre côté, le PPRD, le MLC, la dynamique et tous les autres, Bino va trouver un pouvoir koto, Bino va en opposition koto. C'est comme ça qu'il allait construire. C'est comme ça. Donc on allait lui donner les 50-50 des délégués, ben on va composer une délégation. Bissona, Kabila et tout, boîte moko. C'est dans le même panier que nous. Alors que nous ne pouvons pas être dans un même panier que Kabila. Nous appliquons la Constitution. La Constitution organise le pouvoir au Congo. Et il y a une exception du pouvoir, c'est l'existence de l'opposition. Et nous existons en vertu de ça. Nous ne sommes pas dans l'exécutif parce que l'article 8 est assorti même de toute une loi des statuts de l'opposition que vous connaissez. Nous ne sommes pas dans l'exercice du pouvoir exécutif, nous sommes dans l'opposition, c'est normal. La Constitution n'a pas réglementé les centristes, ça n'existe pas. Il faut être chaud ou froid. Si on n'est ni chaud ni froid, en tout cas, on n'est pas là. Alors bref, un peu rapidement, j'essaie de ramasser à gauche à droite. Je n'oublie pas l'acte qu'a posé M. Moïse Katumbi. C'est un acte aussi de bravoure. Là, il a bougé un peu le PPRD. Et il a dit exactement comme nous nous disons, le respect de la Constitution, etc. Et il n'est pas le seul, mais ils sont nombreux. En ce qui concerne la suite du travail que nous allons faire avec le G7, d'abord, la synergie d'action est une obligation, même pas un devoir, c'est une obligation, ça s'impose. Nous tous, nous devons travailler ensemble. La dynamique de l'opposition, le G7, les Katumbi et consorts, parce qu'il y en a qui vont venir nombreux, il y en a qui seront comme personnalités, d'autres regroupements et partis. Nous devons travailler ensemble, y compris la société civile, la diaspora et tout. On ne peut plus faire les bêtises que nous avions faites en 2006 et en 2011. Parce que la population n'a pas de problème, la population s'était déjà exprimée. En 2006, la population s'était déjà exprimée largement pour dire nous voulons l'alternation. C'est pourquoi Kabila au premier tour avait obtenu 44%. Après montage, après bourrage des yeux, 56% des Congolais s'étaient déjà exprimés. Mais il y avait un problème de canalisation de leadership, je crois que j'ai eu à le dire plusieurs fois. On arrive à 2011, la même chose. La population s'était déjà exprimée pour dire non à Kabila. La preuve, il n'a pas la moitié de la population derrière lui. Après bourrage des urnes, il a pu obtenir seulement 42% et 48%. 48%, donc 52% des Congolais ne sont pas derrière lui, ne l'appuient pas.
Mais ça ne s'est pas exprimé parce qu'il n'y avait pas l'unité de l'opposition. L'unité de l'opposition de la société civile, les personnes qui le soutiennent. Vous êtes tous ici des parents. Je ne vois pas, je le dis toujours, un enfant qui vous amène un bulletin de 48% si vous allez vous réjouir. C'est un échec. C'est pourquoi on avait prévu le 2 tours pour qu'un président doit gérer avec plus de la moitié de la population derrière. Alors, en 2016, si nous devons commettre encore les mêmes bêtises, en tout cas, cette population va nous vomir définitivement. On ne gère pas le pays seulement au sommet de l'État. Et on ne peut pas aussi avoir des ambitions démesurées. Je crois que nous, les MLC, nous avons un seul problème. Notre leader, la libération de notre leader. Ça sort de l'ordinaire. Depuis que je parle avec tous les partenaires, ils disent, mais ça n'existe pas. Privation provisoire de liberté pendant 7 ans, sans condamnation. Qu'on les condamne ou qu'on nous dise, les verdicts ne tombent pas. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas encore commencé les discussions pour avoir la candidature unique, mais nous tendons vers là. Je suis à l'aise pour dire que nous avons un leader qui n'est pas le moindre. Il suffit seulement qu'on décrète. Il est dehors, il ne peut même pas mettre ses pieds à Kinshasa pour telle période, mais il est ici à Bruxelles, disons, ou au Portugal ou ailleurs, mais qui peut aller plaider un homme libre. Les cartes vont se redistribuer autrement à Kinshasa. On attend que ça, il n'y a pas autre chose. Vraiment, il n'y a pas autre chose, nous devons nous sentir à l'aise. Mais le travail que nous devons faire, c'est le travail de la visibilité. Le MLC doit être plus que visible. Vraiment, nous devons faire un effort à l'auprès des visibles. J'ai commencé de tourner à l'Est, ça coûte énormément cher. On a fait la tournée, vous avez vu. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux lorsqu'on dit Bemba est seulement populaire à l'Ouest. J'ai dit non, c'était du mensonge. Il est très populaire à l'Est du pays. À part Lumumba, moi je suis la deuxième personne qui a fait le meeting à la place de la Poste avec cette masse-là de personnes. Tout le monde dit, à Kisangani dit, on a vu ça seulement à l'époque de Lumumba. On a vu ça seulement à l'époque de Lumumba. Alors, après Kisangani, nous avons fait Bengamisa, Banalia. Je n'avais pas prévu Banalia. J'avais prévu Bouta. Je pensais qu'on allait traverser. Mais il faut voir la masse des gens. Des improvisations. Oui. Toi, tu as été très rapide. À chaque fois qu'on t'a envoyé, tu disparais. Pour arriver, il était prévu que nous arrivions à Bouta à 14h. Nous arrivions à Bouta à 20h30. Parce qu'on nous arrête partout. C'est 324 km. La route n'est pas vraiment mauvaise. On pouvait arriver dans les 4 heures, on arrivait dans les 5 heures. Mais c'est terrible. Nous rentrons le lendemain pour prendre la route vers Ituri. Il était prévu d'arriver le même jour à Mambasa. Non, j'ai passé la nuit à 122 km parce qu'on ne pouvait pas passer. On doit parler ici, on doit parler. La logistique que j'avais, les bâches et tout, et si les namona nous là, place n'a aucun de donc on a commencé à appeler Kinshasa. Essayez de vous imprimer quelque chose. Mais on va envoyer comment? Nous envoyer directement par Bounia. Parce que je ne pouvais pas ne pas sortir ça. Je n'avais aucune idée de la situation là-bas. À Bafouassé, c'est incroyable. Le véhicule s'est arrêté là parce qu'il y a le pont, on a pris la moto pour ne pas passer le temps. Le véhicule nous suivait après. On est arrivé à Nyanya, incroyable. C'est alors que j'apprenais, il y a au moins 100 000 habitants là-bas. Plus de la moitié de la population était. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que je veux faire de ces gens? Je dois commencer à parler. Ils demandent des drapeaux, ils demandent la situation du président. Et puis, je vois débarquer une maman qui dit, demande à Jean-Pierre, maman là-bas, il était ici. C'est ici que le parti a été créé à Mambasa. C'est ici que moi, il habitait chez moi, dans ma bicoque. C'est moi qui préparais, il mangeait. Et quand j'en ai posé la question au président, il était émotionné. Il dit, ah, cette maman vit encore. Moi, j'ai dit, oui, elle vit. La maman dit, je ne mourrai pas, je l'attends ici. Amen. À Mambasa, c'est la même chose. Alors, pour arriver à Mambasa, on doit passer par le parc des poules, là où il y a Morgan. Et Morgan était déjà tué, mais il y a l'équipe de Morgan, les rebelles. Kinshasa, il n'y a aucune administration là-bas. La police et tout ne peut pas arriver parce que c'est contrôlé par la ville.
C'est alors, d'ailleurs, l'honorable Ramazan était resté